Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue à bord de l'Hindenburg, le croiseur allemand de l'ordre technologique, rang 10. Un croiseur presque un petit cuirassé qui, par certains côtés, est un navire qui pourrait rappeler quelque peu un peu le Tirpitz en termes de gameplay. C'est un navire assez sympa à jouer, assez compliqué à jouer, à bien jouer. Il est relativement facile à jouer pour un joueur médiocre, mais à bien jouer, là il faut vraiment connaître à fond son navire et bien le maîtriser. Et c'est justement quelqu'un qui connaît bien ce navire que je vais vous proposer dans ces deux batailles, le capitaine Koniam, qui m'a fourni 2 batailles en Hindenburg. Et ben, je me suis dit, on va faire un spécial Hindenburg, un navire qui n'a jamais existé. Les plans ont été établis, il était prévu, c'est un projet, il n'y a pas de souci. Mais le navire n'a jamais existé. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est dit dans l'historique. Ils ont l'air de parler. Oui, c'est l'année du projet 1940, mais il a été abandonné un an après, je crois, en 1941. Vous imaginez un petit peu si ce Hindenburg avait existé, il aurait pu faire vraiment très mal associé au Scharnhorst et au Gneisenau. Allez, on est parti en bataille en Hindenburg. Allez, on est parti avec un Hindenburg, donc rang 10. Dans une bataille, j'hésite à dire que c'est une bataille rang 10, il n'y a que 3 rangs 10 de part et d'autre. République, Hindenburg, Gering du côté des Verts, et Yamato, Moskva, Shimakaze du côté des Rouges. Nous sommes sur la map île brisée, de mémoire, hein. Oui, j'ai bien ça, en mode domination. Captain Koniam est sur son Hindenburg. Il commence à regarder comment se situent comment vont se situer les équipes. Je suppose qu'il va se focaliser sur A. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Il y a un arrêt casé, donc il va falloir se méfier. La HSF arrêt casé, qui est de mémoire un Kagero-like. En tout cas, c'est un tier 8. Il me semble que c'est un sistership du Kagero. Bien, là, il est derrière le Buffalo qui va forcément aller se cacher derrière une île. Il est entouré d'un couple d'Izumo qui ne sont pas en division, mais 2 Izumo. Pas facile à jouer, c'est cuirassé japonais, un petit peu troll en termes de précision, bah, comme tous les cuirassés japonais, mais les Izumo sont particulièrement compliqués du fait qu'ils ont leurs 3 tourelles sont à l'avant, et qu'il y a la 3e tourelle, qui est plus basse que la tourelle qui est juste devant. Donc il ne peut pas tirer, le Izumo ne peut pas tirer ces 3 tourelles en même temps de face. Il est obligé de sangler pour tirer. C'est assez compliqué. Mais on est avec l'Hindenburg, un Hindenburg dont je me souviens avoir lu sur le mail de présentation de Koniam qu'il avait été un petit peu déstabilisé par les tirs au début, la balistique. Alors je ne sais plus si c'est sa première bataille de la journée avec un navire, ou la première, je pense que c'est au moins la première bataille avec l'Hindenburg, peut-être même la première bataille tout court de la journée. Donc il a un peu de mal à rentrer, ce qui est pas mal, il a quand même réussi à mettre un incendie dès la première salve, mais il m'a dit qu'il avait un petit peu de mal avec la balistique. Et là, bien sûr, il fait demi-tour. Il y a quand même un Ibuki, un Kiev, un Moskva, un Missouri. Je peux déjà vous dire que le Moskva joue très mal, parce qu'on ne se met pas de flanc comme ça. Surtout en face d'un Hindenburg.
c'est l'hydro, ça c'est pour les torpilles. Et il continue à être brillamment de flanc, le Moskva. Alors, les torpilles, les AP de l'Hindenburg. Ah, un Boons, beaucoup de chance. Il a vraiment beaucoup de chance. Il devrait être puni parce que jouer. Voilà, 3 overpen, encore beaucoup de chance. Il se cache derrière son île, c'est bien. Ibuki, qui ne peut pas faire grand chose. Hein. Je rappelle quand même que l'Ibuki, c'est un croiseur rang 9 qui a un petit peu de mal face au rang 10. Même si son ratio d'incendie lui permet de tenir à peu près la distance. Et vous voyez qu'il est déjà... il y a beaucoup de mal. Le problème avec l'Ibuki, c'est sa portée. Surtout quand on joue contre des rangs 10 qui jouent à la limite de leur portée. L'Ibuki va avoir beaucoup de mal. Et en plus, il se bitch comme ça et qu'il se plante. Il n'a pas beaucoup d'autres choix. Hein. Le simple fait de s'être approché pour pouvoir tirer... et le fait qu'il ait été spoté très vite, vous voyez, il va se faire sortir. Et voilà, a plus l'Ibuki. Alors, faudrait se méfier, parce qu'il y a, j'ai vu qu'il y avait le Shimakaze dans le coin. Les torpilles ne viennent pas du Kiev, mais du Shima. Voilà le Moskva qui est de face. La marée de torpilles, c'est le Shima. Et voilà, et il va passer à la paix, et parce qu'il il est en train d'anticiper la prochaine tir en disant le Moskva sera de flanc. Voyons ce que ça donne. Là, c'est un joli tir, ça va faire mal. Doum, doum, et voilà, 2 citadelles. Merci, au revoir. Je vous dis, le Moskva, c'est juste très mauvais placement du Moskva, très mauvais jeu. À la limite, Ibuki aurait joué comme ça, j'aurais compris, parce que c'est le jeu d'Ibuki de jouer comme ça, mais pas le Moskva. Clairement, pas le Moskva. Ah, il n'a pas réussi à le sortir, il n'a pas été aidé là. Il n'a pas été aidé. Bon, on va essayer de finir à la HE, je comprends son raisonnement. Essayer de lui mettre une torpille parce que le Moskva. Voilà, il a réussi à le choper. En tournant, il s'est un petit peu anglais et il est redevenu compliqué à percer. Donc, le Hindenburg s'en va sur le cap A pour protéger. Et il découvre avec horreur qu'il y a bien un Shima et un Kiev. Alors là, il lui a fait très mal au Shima. Et le Kiev reste en seconde ligne. Et utilise à fond ses canons. L'Arikaze qui a posé une smoke pour l'Hindenburg, c'est très bien, bravo. Mais le Hindenburg est attaqué à la torpille par le Shima. Donc il est obligé de garder sa vitesse, il ne peut pas s'arrêter dans la smoke. Voilà, il faut qu'il garde un petit peu de vitesse pour pouvoir éviter les torpilles. Par contre, voilà les torpilles du Kiev. Et il s'en prend une. Kiev qui est allé se planquer derrière l'île, à 7 km. Et à la limite, c'est pour la portée de ses torpilles. Le Kiev a admirablement bien joué le coup. Et pas moyen de sortir, c'est compliqué. Je l'ai pas dit, mais il a coulé le Shimakaze. On l'a vu à l'incendie. J'étais sûr le Kiev a étudié son jeu. Je le trouve assez bon. Voilà, intelligemment, il se range dans ce smoke. Et il profite de ce que d'autres navires sont là pour spotter Konyam, pour pouvoir commencer à lui tirer dessus, sans être repéré. Donc là, très nettement, on peut jouer à la paix sur le Missouri, qui est pratiquement broadside. Le Hindenburg a cette faculté, à cette distance, à 10 km, de pouvoir faire très mal à la paix sur les cuirasses. Alors, là maintenant, c'est déjà plus d'actualité. Le Missouri est en train de tourner pour faire face. Il va essayer d'aider à sortir le Tirpitz adverse, qui a le camo sci-fi.
Ouais, ça descend très vite sur le Tirpitz. Il y a un incendie. Ça va pas. Il va essayer d'en rajouter une couche. Le Missouri lui tire dessus, mais le Missouri tire évidemment. Il doit bouncer un maximum. Et à 5 km, le Missouri n'a aucune chance d'échapper aux torpilles potentiellement de Konyam. Konyam qui a visiblement, voilà, il se re-heal. Il continue à recevoir des chouquettes du Kiev qui consciencieusement, caché derrière lui tire dessus. Il n'y a personne pour le chasser, le Kiev. Ah si. Peut être Tarek Kazé qui lui tire dessus. Mais Konyam maintenant dans la cure, il a vu le gros bébé. Et ce gros bébé, il le veut. Ouais, une jolie tire malheureusement. Il ne sort pas de Hindenburg sur une salve. Il va à... là, je n'aurais peut-être pas tiré le deuxième set comme ça. Alors là, boum, à la paix. Vous voyez, Konyam connaît le système. Tirer à la paix sur le Missouri de flanc, à cette distance. Ça ne pardonne pas. Missouri qui est en train de tourner pour se bitcher. Et le Missouri qui est en train d'annoncer qu'il va reporter le Hindenburg parce qu'il n'a pas voulu mourir sur sa dernière salle. Et le Kiev continue à tirer. Alors il ne fait pas toujours beaucoup de dégâts. Il y a le petit côté Fear Factor un peu agaçant. Konyam se moque du report. Et voilà, tir à bout portant. Et Missouri est mort. Et le Kiev continue à lui tirer dessus, en espérant de lui mettre des... Arrête, en train de lui dire que tu utilises des modes. Et Konyam, il faut que tu appuies sur U pour récupérer ta vie, tu vas te faire sortir. Allez, qu'est-ce qu'il fait là? Vas-y. U. Je crois qu'il est en train de... Ah ben voilà. Et il a voulu cliquer sur EZA, ouais. Et on lui dit qu'il a un cheat. On l'accuse d'avoir un cheat. Et au lieu de... Voilà, il a voulu répondre à cet abruti qui était en train de vouloir le reporter. Je sais pas... Je ne... j'ai pas compris ce qu'il lui a répondu. Mon anglais n'est pas assez bon. Et le type en Tirpitz de son équipe qui est en train de demander pourquoi le Missouri s'énerve. Du coup, le Missouri s'en prend au Tirpitz en disant que c'est un navire pay-to-play. Et ben voilà, c'est parti. Monsieur qui n'a pas accepté d'être coulé par un croiseur, alors qu'il a un gros Tirpitz. Et le gars continue, vous êtes un noob, donc tais-toi. Tu es un noob, il a dit au Tirpitz que c'est un noob. Bon. On va éviter de retranscrire tout ce qui se dit. Si vous avez un grand écran, vous verrez probablement le chat. Mais ça n'a pas vraiment, voilà. Je pense que Konyam vient de report. Ouais, même 2 fois d'ailleurs. Mal joué et insolent dans la conversation. Alors, pendant ce temps... On voit le Benson, il reste Benson et Kiev au rouge. Je pense que Benson va pas tarder à sortir. Voilà, Izumo l'a sorti. Les rouges qui ont 200 points de retard mais qui ont des caps. Vraiment compliqué. Les rouges qui ont vraiment bien joué mais voilà, quoi, ils avaient 2-3 joueurs un petit peu médiocres, genre le gars en Missouri. Et on revoit le Kiev qui est en train de se relocaliser. Il va pas sur A. Le Baltimore, bien planqué. Peut-être un petit peu... Ouais, pas terrible l'emplacement du Baltimore, pas bien planqué.
Le Tirpitz qui va s'attaquer au Yamato, c'est courageux. Alors, Yamato, voilà, il fait même anglais, un Tirpitz c'est très cher, c'est pas Yamato. Hein. Alors, on va voir comment il va s'en sortir. Voilà le Kiev, il est toujours là, et il continue à faire à tirer comme un malade sur tout ce qui bouge. Le Buffalo, lui, est quoi? Il est sur le Cleveland, il va finir, voilà, à la HE, et il va contourner, et on revient sur le Tirpitz qui a lancé ses torpilles. Ah, Yamato lui fait très très mal au Tirpitz. Ah, et le Tirpitz qui tire à la paix en plein de face sur le Yamato, il a quand même tiré dans les superstructures. Ah, le gars Missouri est toujours là. Hein. Attention Yamato, il y a les torpilles du pay-to-play. Il y en a qu'une qui a porté. Et l'Izumo, lui, il s'en prend au Kiev. Alors le Kiev est remarquable. Hein. Il utilise vraiment tous les moyens, et en tout cas il utilise bien les îles pour faire ses dégâts. Alors c'est sûr qu'au canon, sur un Izumo de flanc, à la cheveux, il fait pas grand chose comme dégâts, mais en même temps, il fait des dégâts. Il continue à en faire un petit peu. Et c'est un poison absolu. Alors, l'Izumo, maintenant, il faut qu'il se méfie du Kiev. Il reste un croiseur rouge et un Rune, qui lui, visiblement, va se faire sortir. Mais le petit jeu du Chalachuri entre le Kiev et l'Izumo. Alors, à partir ne fait plus aucun doute, bien sûr. Izumo qui se méfie. Il est à 3 km le Kiev. Hein. Donc c'est le genre de blague, les torpilles peuvent faire très mal. Le Rune, voilà, il s'est inquiété du Rune. Mais voilà, le Buffalo a fini par le sortir. Le Kiev s'est mis dans sa smoke. Qu'est-ce à savoir si Izumo va tirer toute sa salve à la cheveux dans la smoke. Voilà, il suffit de demander. Mais pas de dégâts, a priori. Le Kiev était allé se mettre derrière. Il est vraiment très bon. Garo Kiev est remarquable. Il est malin comme un singe. Et voilà, les torpilles du Kiev. Elles peuvent faire très mal, donc Izumo a bien fait de s'éloigner. Allez, le Kiev s'en va. Le Kiev est parti, il continue à lancer une petite, une petite chouquette, la flèche du part, comme je dis souvent. Alors pour ceux que ça intéresse, les Parthes étaient une nation, un empire dans l'actuel Iran, plateau iranien, qui ont combattu les Romains, et ils avaient entre autres un corps de cavalerie d'archers montés à cheval. Ils tenaient leur reine entre leurs dents, et ils tiraient en se retournant. Donc quand ils s'enfuyaient, ils continuaient à lancer leurs flèches, d'où l'expression la flèche du part. Puisque même en partant, ils continuaient à faire des dégâts. Et voilà le Kiev, il a fait le tour de son île. Bon, il n'y a plus grand chose à espérer, le pauvre. Hein. Il veut faire encore quelques dégâts. Et il est aidé par la RNG, parce que la pluie d'obus qui lui est tombée dessus, il n'y en a aucun pour le toucher. Ceci dit, il va tourner et va se remontrer de flanc. Ah, il essaye de mettre un incendie sur l'Izumo. Voilà, les obus. Ceux-là, ils sont beaux. Et le Kiev. Kaboum, le Kiev. Allez, on enchaîne sur les écrans.
On enchaîne sur les écrans. Victoire, 6124 points, 307 XP libre, 141 coups au but, ce qui est bien, parce qu'il a quand même pas... il est parti au milieu de la bataille à peu près, pour 130 000 de dégâts. Imaginez s'il était resté toute la bataille, le nombre de dégâts qu'il aurait fait. 140 coups au but pour 4 incendies, un ratio un petit peu... Il n'a pas été aidé par les incendies, mais enfin bon, ça ne fait pas 10%. 4 torpilles au but, 3 inondations, 2 citadelles, 36 coups à la secondaire. Le Hindenburg a d'excellentes secondaires. Et il finit second. Alors, l'Izumo qui a coulé le Kiev a fini quatrième. Mais il finit second derrière un autre Izumo avec plus de 2000 d'XP de base, ce qui est considérable. Et le Kiev, dont j'en ai plein la bouche, très admiratif, finit premier de son côté, mais il finit troisième sur l'ensemble des 2 parties. Tant qu'au Missouri qui râlait autant, il finit avec 666, presque en bas. Donc c'est la preuve que c'était pas un joueur fantastique. En termes de rapport détaillé, 77 000 sur le Missouri, 34 000 sur le Moskva, 9 000 sur le Shimakaze, c'est 3 victimes. Il a parcouru 42 km, il a tanké pour 1,4 million, ce qui est considérable. Il a, grosso modo, on va dire, c'était un obus sur 4, un obus sur 5 en touché. À la paix, c'est presque un obus... Non, c'est presque un obus sur 2 à la paix qui a touché, 40 000 de dégâts. Et pareil, un obus sur 2 qui a touché à l'explosif, quasiment, pour 46 000 de dégâts. Et 10 000 de dégâts à l'incendie, ce qui est énorme. Voilà pour cette bataille. Allez, cette fois c'est la carte aurore boréale qui va retenir notre attention, avec toujours le Captain Koniam et son Hindenburg, enfin son Hindenburg, on va le prononcer à l'allemande, hein. Sinon Edinburgh ça fait 2 croiseurs anglais, de quelques rangs en dessous, donc c'est un gros lapsus. Donc d'abord une petite précision, parce que je dois rendre à César ce qui appartient à César. Le terme de couteau suisse qui est dans le titre m'a été soufflé précisément par Koniam, qui m'a envoyé ces 2 replays. Et pour ce qu'il fait, bien sûr, office, l'Hindenburg fait office véritablement de navire très polyvalent. Et il m'explique que le souci avec son Hindenburg, c'est qu'il a tendance un petit peu à rusher, à aller un petit peu au cac. Et ça lui pose souvent du souci, parce que c'est comme ça qu'il aime le jouer, quoi. Un petit peu comme un Tirpitz, un cuirassé à torpille, tu reprends ses propres mots. Et s'il n'a pas de soutien, comme il en a eu au début dans la partie précédente, pendant une bonne partie de la partie précédente, il y a au moins un Izumo qui l'a beaucoup aidé. S'il n'y a pas de soutien, ça devient compliqué. Et là, justement, je suis en train de me demander si le Yamato, derrière, est bien en bataille. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, l'Hindenburg de Koniam risque d'avoir quelques soucis. Alors, il est derrière le Zao. Et il m'expliquait aussi un petit cas technique que j'ai trouvé très intéressant, en m'expliquant que le problème de la balistique de l'Hindenburg, c'était précisément la légèreté de ses obus, qui a tendance à être un tout petit peu inefficace à longue distance, surtout les AP. Il préfère de beaucoup l'AP du Zao, je présume. Et la précision du Zao, même si là vous voyez, on a vraiment le cas typique, le tir était bon, hein. Mais bon, quand il se fait troller, il se fait troller, hein. Mais ça c'est un peu valable avec beaucoup de navires. Alors là, il a décidé de ne pas se précipiter comme il avait fait, enfin, il s'était pas réellement précipité, mais il a décidé de ne pas se précipiter, et c'est une carte qui demande à ne pas se précipiter. J'ai fait 2 batailles furieuses. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je sors du jeu où je jouais. J'ai fait 2 batailles furieuses avec mon boys. J'étais à peu près à cet emplacement-là, et c'est le plus proche du camp ennemi que j'ai été de toute la bataille.
parce que précisément, s'approcher, s'enfoncer dans ce goulet, là, est extrêmement dangereux, d'un côté comme de l'autre. Hein. Le premier qui s'avance risque de perdre un ou deux navires, et le premier push, quelle que soit la couleur hein, qui s'engage ici, risque fort de perdre la bataille, si le push est un petit peu fort, parce que cet endroit-là, quand on regarde la minimap, c'est cet endroit qui est composé des 4 cases F78 et E78, et tout simplement sous le feu des navires qui sont dans leur propre camp, dans leur propre base, de part et d'autre. Alors bizarrement, de l'autre côté, alors que c'est là qu'on voit le plus de navires broadside, il y a possibilité d'être un tout petit peu plus éloigné, et donc d'échapper au tir. Tandis que quand on s'engage dans ce goulet, on est obligé de s'approcher. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, où on a la grande île là-bas, où que l'on peut contourner. Et on est à l'abri des tirs au moins pendant un petit moment. Après, évidemment, quand on l'a contourné, c'est une autre chanson. Allez, revenons à la bataille. C'est pour ça que je précise, avant de revenir à la bataille, je précise que ce n'est pas prudent de s'engager dans ce goulet F78, E78. Pour l'instant, Konyam, et il m'avait prévenu sur son mail d'accompagnement, va jouer en fond de cours. Lui dit en mode campus, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il bouge, il campe pas. Mais c'est une bataille c'est la typique bataille des tiers 10. Hein. C'est ce pourquoi je déteste ces tiers. Quand on est en fond de cours. Bon, les kills sont arrivés. Hein. Les rouges ont déjà perdu 2 destroyers. Il y a un Henri IV chez les verts qui s'est fait sortir. Donc, et le Henri IV rouge, apparemment, Kodia m'a expliqué qu'il faisait du hit and run. Donc je prévis que c'est venir apporter, tirer quelques bonnes chouquettes et s'enfuir. Et que c'est surprenant de ce côté-là que les DD verts se sont fait sortir. Le croiseur se fait sortir, non. Enfin, en tout cas, il semble faire des dégâts, le Henri IV. Conquérant, qui a l'air d'être à la paix. Alors c'est vrai que c'est une bataille qui en apparence n'est pas folichonne, mais c'est une bataille qu'on rencontre très souvent. Et je pense que c'est pas mauvais de regarder ce genre de bataille et de les analyser à froid. Jolie, la torpille qui va peut-être s'en prendre une. Elle est oui. Oh là là. Bon, miracle. Oui, écoutez. Le dieu RNG est avec lui. Il est protégé. S'il fait pas de bêtises, il pourra faire une bonne game. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut être positif. Alors, on va voir comment Konyam se débrouille, parce que généralement, il ne m'envoie pas des parties moisies. Et c'est qu'elle est quelque part pleine d'enseignements. Généralement, les parties qu'il m'a envoyées jusqu'à présent, c'était vraiment des parties, comment pourrait-on dire, épiques. Alors, il y a un moment où ça va devenir épique. Et je précise, encore une fois, que je n'ai pas vu la partie avant. Je l'ai lancé et je suis dans les conditions du direct, exactement comme vous. Je n'en sais pas plus. Il n'y a que Konyam qui en sait plus, il regarde cette vidéo, je le salue. Lui, il en sait plus. Alors, évidemment, les rouges sont mal en point. Ils ont perdu 2 destroyers, les deux Z. Z52, Z23, et ils ont perdu un Atago, malgré le fait qu'il soit tier 8, est une, comment dirais-je, l'Atago est un atout, on va dire, même en tier 8 contre des tier 10, ça reste un atout. C'est un navire assez furtif, qui est très précis, comme tous les Japonais, à longue distance, et capable de mettre des incendies, et c'est une grosse perte. Ah bah tiens, on parle d'incendie. Bien joué. Incendie qui a été éteint tout de suite. Le voilà qui est revenu quasiment, qui est revenu au centre, où il se prend une petite praline.
Oui, je me disais bien qu'il allait pas rester longtemps. Il resterait pas longtemps en fond de cours comme ça, c'est pas son genre. Au bout d'un moment, ça le crispe, je le sens bien. Et, oups, finalement, il va peut-être pas y aller. Et il va avoir du mal à tourner. Hein. Attention. Bon, joli. Incendie sur le conquérant. Est-ce que cet incendie fonctionne? Ah, il s'en est pris, il s'est pris une praline. Mais conquérant, on l'a éteint tout de suite, je crois, l'incendie. Bien joué. Il a évité et les obus et l'île. C'est bien. Tout va bien là pour l'instant. C'est une partie tout ce qu'il y a de plus calme. Cognam distribue des pralines à qui veut bien présenter son flanc. Le Henri IV a poussé un petit peu et il s'est pris une cita. Voilà. Il est parti pour aider le Shimakaze qui ont fait une jolie percée. Il va éviter les torpilles. Je pense que c'est les torpilles du Shima, ça. Hein. Ouais, parce que le Henri IV est à 16 km. Il n'a pas pu envoyer des torpilles là. Donc c'est les torpilles du Shima qui après a fait du chemin. Allez, un tir à la paix sur le Zao qui est légèrement anglais. Mais il en met une quand même. Mais trois boots. Il faut qu'il arrive à enquiquiner le Henri IV parce que le Henri IV est en train de percer là. C'est vrai qu'il n'y a plus qu'un DD pour défendre. Et le seul DD appel au secours, c'est le Z46. Et c'est c'est le seul DD qui est de ce côté-ci de la bataille. Donc il faut aider. Hein. Là, la bataille devient intéressante parce que justement, il est en train de, il est enfin dans un élément qu'il connaît, c'est-à-dire qu'il va quand même pouvoir maintenant affronter mano à mano un navire. Ah. Et voilà des torpilles. Et il continue à distribuer des sacrés palines à Henri IV. Donc là, il est en train, le croiseur français est en train de s'en aller sans demander son reste. Ils sont toujours que deux à défendre, même s'il y a un cuirassé derrière qui semble revenir. Là, il le joue vraiment en harceleur. C'est un Montana. La puissance du feu du Montana risque d'être intéressante pour la défense de la base. Parce que là, pour l'instant, la bataille est en train de basculer. Hein. Ils sont à 4-4. Mais ils ont perdu 3 croiseurs et un DD. En face, ils ont perdu un cuirassé, un croiseur et 2 DD. Et on sait à quel point comment dirais-je, la force des destroyers en fin de game est pratiquement essentielle pour forcer des batailles, pour s'emparer des caps en douce. Vous voyez, par exemple, le Shimakaze, depuis qu'il a disparu, s'efforce de rester furtif et n'arrête pas d'envoyer des pralines. Enfin, d'envoyer surtout des torpilles. Et il est très embarrassant parce que les torpilles, on les voit au dernier moment. C'est éminemment bien joué de sa part. Le Henri IV est en train d'attirer l'attention sur lui. Il dodge bien. Ouais, revoilà des torpilles, vous voyez. Le Shima est en train de les contourner.
Oui, il est là-bas, hein, quelque part oui, c'est ça, à 8, je dirais. Et il se dirige vers un 9, à 10. On a une bataille intéressante. C'est une bataille classique que l'on retrouve très souvent. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore de tiers 10, ben c'est à ça qu'il faut vous attendre, hein. Ou qui n'avez pas encore joué avec vos tiers 8 contre des tiers 10. Mais c'est à ça qu'il faut vous attendre. C'est des batailles de longue haleine avec des joueurs qui connaissent leur navire, parfois extrêmement prudents. Et vous voyez que là, à l'heure actuelle, on se demande comment les rouges pourraient perdre cette bataille, parce que ils sont dans une position intéressante. Les verts ne poussent pas tant plus que ça. Et il y a 2 navires qui harcèlent l'arrière-garde des verts autour de leur base. Heureusement pour Konyam, le Z est en train de faire du spot. Il spot les torpilles. Il les voit bien avant, mais Konyam ne peut pas se permettre de rester comme ça broadside avec un Shimakaze qui envoie, regardez, la marée de torpilles qu'il a envoyée, quoi. Donc il faut qu'il revienne vers sa base, qu'il laisse faire le Z, que le Z aille chercher le Shima. Et puis voilà, qu'il aille possiblement prêter main forte à sa flotte qui est plus au sud. Il est repéré, donc probablement, je dirais, A8 encore pour le Shima, ou A8, ou voire même B7, B9, pardon, B9. Il est en train peut-être de revenir vers le bas. Voilà, c'est exact. B9, il est là. Et là, le Z46 au canon risque effectivement de lui faire mal, d'autant que Konyam va également joindre ses canons. Sortir le Shima serait un bon plan, hein, parce que c'est le poison du jour. Le Henri IV est complètement parti, il s'enfuit devant le Montana, donc lui il n'y a pas lieu de s'affoler. Et si Konyam pouvait sortir le Shima, oui, là, le Shima a eu le malheur de se faire repérer, c'est fini, hein. Le Z ne le lâche plus. Et de Spermaspot, c'est bien joué de leur part, hein, tous les deux. La chasse au Shima, malheureusement, le Shima a sorti de Z. Donc pour l'instant, on est à 5-5, mais avec un avantage, je dirais, de capacité de nuisance supérieure au vert. Capacité de nuisance supérieure au vert, s'il se retrouve au classement, hein. Il y a une petite quarantaine de points d'avance pour les verts. Et quasiment un Hindenburg, pas tout frais, mais capable de joindre ses canons sur le Yamato, qui commence à souffrir, lui. Ça, c'est les canons du Hindenburg, sa capacité de mettre des incendies ne sera pas de trop. Ouais, le Yamato a senti le danger, il tourne, il sait qu'il est... Voilà, et il se prend un nouvel incendie. Et évidemment, c'est le Yamato. Ça, c'est quand on nettoie son pont au saké, ça pardonne pas. Incendie, et voilà, Yamato va faire très mal au Hindenburg si celui-ci ne tourne pas. Parce que c'est vraiment le tueur. En fait, c'est plus un tueur de cuirassé que de croiseur. Mais bon, s'il tue des cuirassés, il tue des croiseurs. Surtout un croiseur comme Hindenburg. Voilà, deuxième incendie, ben c'est parfait. On est à 104 dégâts, mine de rien. Ça n'a pas l'air comme ça, hein. Mais on est passé à 104 dégâts. Et ça n'a pas l'air non plus, mais l'ami Konyam est en train de se diriger vers le Henri IV. Il attend que le Henri IV soit un petit peu plus proche. Il continue à mettre des pralines. Vous voyez, il le surveille. Pour l'instant, il met des pralines parce qu'il sait que sortir le Yamato, c'est la première urgence. C'est le dernier cuirassé des rouges. Et maintenant, on passe à l'Henri IV. Et on va sûrement switcher à la paix dans pas très longtemps. Un Henri IV qui a beaucoup moins de vie que le Hindenburg et qui se prend une incapacité. L'incendie sur le Yamato s'est éteint, donc Konyam se propose de lui en remettre un petit, peut-être. Faudrait qu'il se fasse son kill, quand même. Il n'a pas eu de kill encore. Oui, Yamato est rancunier. Boum. Ah, il n'a pas réussi.
Mais il recule. Le Yamato, est-ce qu'il va se faire son kill? Un 603 points de vie, c'est quand même... Voilà, il l'a eu. Bien joué. Bien joué, il a eu son kill. Ça aurait été malheureux. Et maintenant, on s'occupe de Henri IV. Dans une fin de partie qui finalement aura été... une partie qui n'aura pas été épique, comme on a vu tout à l'heure. Mais plein d'enseignements au niveau stratégique. On a vu que le simple couple Dédé et Croiseur sur ce flanc-là, chez les Rouges, pouvait poser de gros problèmes. Alors avec un Croiseur intelligent, parce que le type Henri IV est intelligent, il n'a pas rushé comme un malade. Là, il a peut-être commis l'erreur la plus grave, c'est-à-dire de remonter vers le nord. Cette dernière manœuvre était peut-être une erreur, parce que maintenant il va avoir du mal à échapper à Koliam, qui a un peu plus de points de vie que lui, et ce sera beaucoup plus difficile. Et là, il s'enfuit à nouveau. Il s'enfuit là-bas depuis le début. Hein. Donc, cette dernière manœuvre était mauvaise, clairement. Il aurait dû repartir vers le sud pour aller aider le Yamato. Il serait peut-être probablement pas arrivé à temps pour le sauver, mais au moins il aurait été dans sa base. Et voilà, un incendie. Il reste 18 secondes, la partie est bien sûr terminée. Et va s'arrêter là. On a vu donc on a vu un autre aspect, l'aspect sniper du Hindenburg. Fin de la game. Retour au port, et on va passer tout de suite aux écrans de cette bataille. Donc une victoire, 6082 points d'XP, 305 en XP libre, 130 000 de dégâts. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cas où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe pendant toute la bataille, mais en douce, il a engrangé les dégâts, il a engrangé les hits, 173 hits au canon. Ça casse un petit peu le mythe du croiseur de rang 10 qui ne peut pas tirer sur les ennemis. Lui, il est arrivé à en mettre 173 quand même. 8 incendies, un navire coulé. Il finit que second derrière un excellent Shimakaze qui apparemment a fait le job avec Logdevoy. Hey, bravo pour un rang 8, bravo. Alors lui, il fait 2027 d'XP de base, qui est assez conséquent. Le Henri IV, qui avait plutôt bien joué, enfin je trouvais ici bon, n'est pas si bon que ça en fait. Il ne fait que 863 d'XP, il finit que 4ème de son équipe. Et le Shimakaze qui les a beaucoup enquiquinés est tout simplement milieu de tableau dans leur équipe. Donc ce mouvement Shima Henri IV a été efficace parce qu'il était perturbant, mais il n'a pas finalement été plus efficace que ça en termes de hit. Donc 37 000 sur un Yamato, 44 000 sur le Henri IV, 26 000 sur le Conqueror, 7 000 sur un Shima, sur un Zao. Vous voyez, c'est pas... les trois premiers, c'est vrai qu'il fait beaucoup de dégâts, mais après, c'est des tirs circonstanciels. Alors, il a quand même parcouru beaucoup de kilomètres. 76 kilomètres, c'est beaucoup. Sur cette map, avec un croiseur, c'est beaucoup. Et il a tanké pas mal. 1,6 million, c'est beaucoup aussi. En termes de dégâts, 103 000 avec la batterie principale, 35 000 à la P et 68 000 à la HE. On notera quand même qu'il met un obus sur 3 à la P et presque 1 sur 2, on va dire. Pas tout à fait, 1 sur 2,5, on va dire, à la HE. Et en incendie, pas tant que ça, 26 000 de dégâts à l'incendie. Les navires qu'il a touchés ont... les navires qu'il a touchés ont clairement éteint leur incendie très vite. Voilà, donc on a vu deux types de batailles très différentes. Une bataille qui en quelque sorte, démentait la seconde. La seconde qui est un grand classique des rangs 10. Et c'est pour ça que j'ai souhaité la mettre. Pour vous montrer les deux types de batailles qu'on peut rencontrer quand on est en rang 10. Sachant que le deuxième type de bataille, c'est 3 fois sur 4, facilement. Et je dis pas 4 fois sur 5, mais je pourrais dire 4 fois sur 5.
La bataille précédente est un peu exceptionnelle, mais bon, voilà, quoi. C'était heureusement qu'il y a ces batailles-là pour se réconcilier avec les Randis de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que nous pourrons échanger à ce sujet. N'hésitez pas donc à commenter, n'hésitez pas à liker. Je tire ma révérence. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.